Je crois que tu veux nous parler de nourriture, Nicolas. Exactement, exactement. Alors c'est assez rare que je parle de nourriture, il y a des chroniqueurs qui le font très, très bien sur cette chaîne. C'est vrai. Mais du coup, je vais m'y essayer aujourd'hui, parce que, voilà, pour recontextualiser, parmi, mes passions un peu étranges et obscures, j'adore me documenter sur la littérature concernant l'Amérique, des périodes précolombiennes et la période du C'est contact. vrai. Ça, vous le savez. Et en fait, Ah, je m'amuse, entre guillemets, à rassembler des bibliographies, à lire des articles, des bouquins, et me faire comme ça une sorte de réserve d'infos dans laquelle je pioche tantôt pour faire des chroniques, tantôt pour écrire des trucs. Par exemple, je vous renvoie à notre super partie de JDR Yeah. sur Twitch. entre autres. Balancer les subs. C'est clair. Récemment, j'ai même découvert le Journal of Caribbean Archaeology, qui est une revue scientifique d'archéologie où j'ai téléchargé la plupart des articles en accès libre Oh. pour pouvoir les lire tranquillement plus tard. Et d'ailleurs, il faut que je contacte l'éditeur parce qu'il y a un article qui a l'air super intéressant sur l'archéologie de la piraterie. Donc ça a l'air trop Oh. chouette. Trop cool. Mais le problème, c'est qu'il y a un bug au niveau du PDF qui le rend inaccessible. Donc Parce si qu'il a j'arrive à le... été piraté. Pardon. Quel jeu de mots. Voilà, donc juste pour dire, si j'arrive à le choper un jour, s'il est aussi cool que le titre en a l'air, je ferai peut-être une chronique dessus. Bref. Ah, on l'attend. Ah, là, on la veut. Hein. Tu nous l'as vendu, on la veut. Hein. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, mais... Mais il faut que je contacte l'éditeur, j'espère qu'il va me répondre. Après, l'article a été mis en ligne en 2016, donc... j'espère que le bug ne date pas de 2016, censé dire qu'il y a vraiment très peu de gens qui lisent ce journal. Ce serait un peu triste. Oui. Enfin bref, toute cette intro m'a permis de distiller 2 éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Les Caraïbes du XVIIe siècle et les pirates. Oh. Et on va rajouter un autre élément, et le plus important pour cette chronique, comme l'a dit Marc, c'est la nourriture. Yes, manger. Trop bien. En fait, je vais vous résumer un article de 2003 qui a été publié dans le bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe et qui est écrit par Annie Saunier, qui est professeure à l'Université des Antilles. Donc je ne sais pas si elle est toujours en activité. L'article date un peu, certes, mais les sources sont assez intéressantes et un peu drôles. Et l'article est même assez marrant à certains moments, ce qui est suffisamment rare dans le cadre d'un article scientifique pour être souligné. Oui, c'est vrai ça. Donc cet article s'appelle « S'alimenter aux îles, de la cuisine caraïbe à la cuisine coloniale au XVIIe siècle ». Il fait la synthèse de 2 sources de l'époque, un flibustier anonyme ayant livré un manuscrit au début du XVIIe siècle qui est appelé « Relation d'un voyage infortuné fait aux Indes occidentales » et le livre « Voyage aux îles, chronique aventureuse des Caraïbes » par Jean-Baptiste Labat, qui est missionnaire dominicain à la toute fin du XVIIe siècle. Donc le flibustier, il fait partie de l'équipage très malchanceux d'un navire complètement affamé après avoir passé 10 mois en mer à subir les effets du scorbut. Ils finissent par arriver sur les côtes de la Martinique et à être accueillis par des indigènes caribes, donc ils parviennent à troquer quelques hameçons contre de la nourriture et sont autorisés à débarquer. À partir de là, il y a un groupe qui doit survivre pendant plusieurs semaines sur les terres à cause de désaccords avec le capitaine. Et le capitaine, il s'appelle Charles Fleury. Ah ouais? Et oui, Non. Marc, j'ai c'est l'honneur dingue. de t'annoncer que, grâce à cette chronique, tu partages le prénom de ton pseudo et ton vrai nom de famille avec un vrai capitaine pirate. C'est incroyable. Charles Fleury. Et si t'arrives à le relier à ton arbre généalogique, ce serait C'est vraiment Mais incroyable. ça va être mon but hein, maintenant. Hein, dans la vie. Le Que but tu de as des sa vie. protestants dans ta famille. Moi, ma famille, ils sont originaires du côté de La Rochelle, normalement. Ok. À la base, à La Rochelle, Aquitaine, tout ça. Que du coup, Charles Fleury, donc ce que j'ai réuni, parce que ce que je me suis dit, c'est juste ouf, c'est que il était protestant. Oh, il bah, était près de Rouen ou Dieppe par là. putain, les miens aussi, mes ancêtres étaient mes ancêtres sont protestants aussi. Ah, il y a moyen, hein. Oh, ce serait Ça trop serait bien. énorme. Ça serait vraiment serait énorme. quand même ouf qu'au détour d'un article, un obscur article sur les Caraïbes du XVIIe siècle, ils trouvent ton lointain ancêtre. C'est qu'ils sont un pirate, en plus un capitaine pirate, ce serait trop stylé. Ça serait énorme. Peut-être pas un ancêtre, mais un vieux cousin, tu vois. Enfin, un truc Ah, comme ça, c'est ça serait clair. génial. Par contre, en soirée, ce serait génial. Hein. Moi, mon ancêtre, il était pirate. Et toi? Donc, pour info, Parfait, merci beaucoup, Nico. son navire s'appelait l'Espérance, en plus, c'est assez stylé. Oh, Et il c'est avait une classe. flotte de navires, dont un navire qui s'appelait la Robinette, donc ce qui est beaucoup moins classe. C'est beaucoup moins stylé. Mais il avait une flotte. Et il avait Il une avait flotte. une flotte déjà.
pardon. Le mec, il a Voilà, même plus la revenons parole, au il arrêtait là, sujet, déjà. Non, nos moutons. si vous voulez bien, messieurs. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc bien que de précédents auteurs aient pu renseigner l'alimentation et la cuisine autochtone depuis l'époque de Christophe Colomb, le flibustier anonyme est particulièrement exhaustif dans ce domaine. Donc c'est apparemment quelqu'un d'instruit qui décrit avec précision et rigueur les pratiques alimentaires et ce qu'il est amené à manger. Il détaille aussi bien les produits de la chasse, de la pêche, de la cueillette et de l'agriculture que des plats cuisinés durant toute une année entière durant laquelle il est resté à la Martinique. Il mentionne également le nom de ces aliments à la fois en français et dans la langue arawak, donc la langue des indigènes. En comparaison, le père Labat débarque également en Martinique, mais 75 ans plus tard. Son voyage a été aussi un peu mouvementé, il a connu une tempête, la maladie et l'attaque d'un navire anglais. Et il est accueilli non plus par des indigènes cette fois, mais par des colons, et il profite d'un important dîner dès son arrivée. Le père Labat, il aime manger et écrire sur ses expériences culinaires. Comme le flibustier, il se livre à un descriptif quasi scientifique et ethnographique des plats et de la nourriture. Et le père Labat, il a un appétit pour la découverte qui est tout aussi grand que celui qu'il a pour la gastronomie. Il va pas hésiter à voyager dans le seul but de goûter à des spécialités locales. C'est génial. C'est ouf. Donc pour l'autrice de l'article, cela permet de comparer l'évolution de l'alimentation dans cette même région des Petites Antilles, et surtout l'adaptation et l'appropriation par des colons de produits d'origine purement antillaise. L'article présente un tableau de toute une liste d'aliments mentionnés par les deux chroniqueurs, ce qui nous permet d'avoir une liste une liste totale et de recouper un nombre de similitudes et des différences dues aux époques et aux contextes dans lesquels les aliments ont été mangés. Un petit exemple, le père Labat, il mentionne 3 fois le café et le cacao, tandis que le flibustier et son groupe, qui n'ont pas pu profiter de ces boissons, survivent en mangeant des agoutis, donc c'est des sortes de gros rongeurs, et des bigorneaux, qui ne se retrouvent bien évidemment pas à la table du missionnaire dominicain. Ok. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que tous deux mentionnent autant de fois les crabes, le manioc, les poules ou encore divers poissons. La liste est longue et très très intéressante, mais on va pas rentrer dans les détails. Donc, un point intéressant soulevé dans l'article, c'est l'évolution des pratiques culinaires. Lorsque le flibustier arrive en Martinique, la France n'a pas encore de colonie dans les Antilles. L'équipage adopte donc dans un premier temps une alimentation de survie, puis celle des autochtones, et dans un second temps, à force de rester sur l'île, ils vont s'approprier les aliments locaux et tenter de coller à une vision plus européenne de la manière de se nourrir. On va voir ça plus en détail. La première grande difficulté pour eux, ça a été la consommation d'animaux considérés comme répugnants. Poussés par la faim, errant dans la jungle et luttant pour leur survie, qu'ils se mettent par exemple à manger des couleuvres, qu'ils font rôtir. Ok. Ces conditions extrêmes sont difficiles et l'un d'entre eux refuse et il préfère se livrer à la tribu locale sans savoir le sort qui lui sera réservé, plutôt que de manger un animal qu'il juge immonde malgré sa préparation. Leur premier vrai repas cuisiné, qui est mentionné, c'est une tortue dont la chair est déjà connue et appréciée. À la fin du siècle, ce genre d'expérience nouvelle ne fait pas peur au père Labat, qui est un grand amateur de nouvelles sensations. L'autrice le qualifie même de véritable aventurier de la gastronomie. Il faut dire que sa curiosité gustative ne semble pas avoir de limite. Il mange ainsi des vers de palmier, dont il laisse cet avis. Je le cite, « C'est un très bon manger et très délicat quand on a une fois vaincu la répugnance qu'on a pour l'ordinaire de manger des vers. Surtout quand on les a vus vivants. » Il a aucune limite, quoi. Oui, c'est ça. C'est clair, il a vraiment aucune limite. Parce qu'il semble... C'était sa mission sur Terre, quoi. Non mais oui, mais ça va être dingue. Ce mec, c'est... En fait, je sais pas si on peut le qualifier de héros de la nourriture ou quoi, mais en fait, on dirait qu'il est là que pour manger tout ce qui existe sur Terre. D'ailleurs, je trouve ça... Il n'y a pas que lui, mais je trouve ça assez paradoxal et en même temps hyper cool que ce soit souvent des hommes d'église qui soient partis à l'aventure tester des trucs en mode vas-y bah les couilles. On va le rementionner, il y a des anecdotes assez drôles. Donc autre exemple, il semble apprécier le singe qu'il chasse sur l'île de Saint-Christophe, donc Saint-Kitts actuellement, dont il dit « Il est vrai que j'eus d'abord quelques répugnances quand je vis 4 têtes sur la soupe qui ressemblaient à des têtes de petits enfants. Mais dès que j'en eus goûté, je passais aisément sur cette considération et je continuais d'en manger avec plaisir, car c'est une chair tendre, délicate, blanche, pleine de bon sucre et qui est également bonne à quelque sorte de sauce qu'on la mette. » L'un des mets les plus fameux dans les Caraïbes, outre la viande, c'est un truc qui est issu du répertoire culinaire autochtone. Il s'agit de la cassave, qui est la galette de manioc.
Oh. Elle est consommée quotidiennement et dans toutes les occasions par les peuples des petites et grandes Antilles et jusque dans les Bahamas depuis la période précolombienne. Son mode de préparation, il est très long et nécessite une série d'opérations complexes parce que le manioc, en fait, de base, c'est une racine qui est toxique et qui ne peut être mangée qu'après avoir subi un traitement pour le transformer en farine. Les flibustiers n'ont eu aucun mal à la consommer puisqu'ils la connaissaient déjà avant leur arrivée et l'intègrent dans leur quotidien chaque matin après leur bain quotidien en guise de petit déjeuner en fait. Pardon, toutes les sortes de manioc, de base, elles sont impropres à la consommation ou tu as certaines variétés qui sont plus... Alors ce que j'ai compris c'est que la racine est toxique et du coup toutes les formes de transformation permettent la consommation de la racine. D'accord. D'accord, parce que le manioc, on le voit souvent dans des émissions de télé culinaires ou type koh-Lanta ou autre. Je suis désolé, hein, on parlait de culture tout à l'heure, moi elle s'arrête là. Ils parlent souvent de manioc, genre c'est limite ils vont le cueillir et ils le bouffent, tu vois. Et là tu nous dis qu'en fait, pas forcément, donc du coup je m'interroge. À creuser, à creuser. Ça peut être intéressant à voir justement, à détailler sur le manioc. Et voilà, ou alors c'est peut-être Ok. certaines variétés ou certaines parties où juste tu Oui, fais ou alors chauffer, peut-être tu peux qu'avec manger, le... C'est possible. Après, Avec le temps, on a peut-être créé du manioc, Ah, on va peut-être. dire synthétique, enfin pas synthétique, mais où on a Oui. retiré le poison à l'intérieur. Après, je peux pas m'avancer plus. Pour moi, le périmètre là, c'est les Antilles, donc c'est vrai que j'en sais pas- les Antilles du 17e en plus. Oui, en plus. Voilà. J'en Oui, sais non, pas mais pardon, voilà. Dites-nous dans les commentaires si vous avez la réponse. Les pros du manioc, allez-y. Allez-y, c'est le moment, lâchez-vous, c'est votre heure. Donc Et la si vous trouvez cassave, qu'on interrompt trop le chroniqueur, dites-le aussi. Hein. la seule chronique de ce soir. Donc la cassave, elle se retrouve dans de nombreuses habitudes culinaires jusqu'à la période du père là-bas. C'est un peu l'équivalent de notre pain, ça accompagne les poissons et la viande en sauce notamment. Bien entendu, il y a aussi des boissons lors de ces repas. Les indigènes font du wiku, de l'alcool de manioc aussi, consommé lors de cérémonies rituelles, ainsi que de l'alcool de patate douce, qui est jugé meilleur et plus enivrant par l'équipage de pirates rescapés. Les flibustiers s'en inspirent d'ailleurs pour tenter de fabriquer leur propre alcool avec de l'ananas, sans parvenir à de résultats concluants. Mais c'est assez marrant qu'ils le mentionnent parce que du coup, ils expliquent un peu leur expérience. Ouais. L'un des problèmes que rencontrent les pirates dans l'île, c'est la conservation des aliments. En fait, en l'absence de sel, ils adaptent la technique du boucan, donc une technique de fumage des viandes sur une sorte de grand grill en bois. À l'origine, il s'agit d'une méthode qu'ont mis en place les Caribes pour conserver les membres découpés de leurs ennemis, emmenés en trophée puis utilisés lors de pratiques magiques et religieuses, et anthropophages bien sûr. Donc pour eux, contrairement aux flibustiers, cette méthode elle est rarement appliquée à la viande animale, c'est plus pour la viande humaine. D'ailleurs, rapidement, le mot boucanier devient synonyme de flibustier ou de pirate, tant cette pratique qu'ils adoptent correspond à leur mode de vie, parce que ça leur permet de conserver des aliments dans la durée, et notamment sur leur navire. Ah putain, c'est de là que ça Ok. vient, d'accord. Ouais, D'accord. trop bien. C'est passionnant. L'alimentation des Caraïbes, c'est passionnant. Bah non, mais c'est d'accord. C'est- non, mais c'est vrai, Je profite de cette petite pause de remarques pour vous dire que du coup j'ai vérifié et que le manioc est effectivement une plante toxique. Toutefois, grâce à l'interférence ARN, on a réussi à rendre sa toxicité réduite de 99%. Waouh, Voilà. ok. D'accord. Voilà. Ouais, Ce qui donc n'empêche c'est pas bien quand même de c'est bien une potentiellement manip humaine. crever ou alors de développer un syndrome parkinsonien ou d'avoir le Konzo. Voilà. Non, que des trucs. Que des tranquilles, choses sympas quoi. Ok, c'est hyper intéressant. Il faudra trop que j'aille voir, que je me renseigne sur le manioc après. Mais ça tombe bien parce que je profite de cet aparté pour préciser que les techniques de cuisson au grill sont l'une des caractéristiques des peuples des Caraïbes. Ainsi, sans que vous le sachiez peut-être, vous perpétuez chaque été un mode de préparation de repas issu de l'acculturation de la culture des Taïnos des Grandes Antilles. C'est génial. Le barbacoa en langue taïno, qui est devenu Ah, barbecue dans notre langue. C'est dingue, hein? c'est génial. Bah oui, c'est génial. Ouais, enfin voilà, c'est juste genre tu développes une culture, mais tu massacres un peuple pour ça. Oui, voilà. Enfin, Si c'est- c'est un jeu vidéo, Écoute, pour les merguez de l'été, est-ce que ça valait pas le coup? c'est horrible. Alors je précise pour nos auditeurs, c'est de l'humour, hein, bien sûr. de l'humour très très noir, Je aussi noir que les merguez de l'été. Tiens. Ces appropriations culturelles alimentaires ont d'ailleurs fait penser aux peuples locaux que les Européens qui débarquaient régulièrement affamés sur leur terre connaissaient un problème avec la faim, qui est assez drôle quand même.
L'un d'entre eux dit par exemple au flibustier anonyme « N'y a-t-il pas assez de cassaves, de tortues, de poissons, de lézards, de crabes, d'agoutis, d'ananas et de bananes? Nous vous donnerons beaucoup de cassaves, patates, bananes et d'autres choses pour vous préserver de la faim. » Et de cette appropriation naît une nouvelle cuisine avec les apports européens adaptés au goût des colons. Ainsi, comme le rapporte le père Jean-Baptiste Labat, les repas sont pris dans les Caraïbes de la même manière qu'en Occident, avec 3 à 4 repas étalés sur la journée. Donc on a le déjeuner, le dîner, le souper et parfois une sorte de goûter dans l'après-midi. Dès son arrivée en Martinique, il note attentivement la date et le contenu des repas qu'il prend. Il précise par exemple qu'il a l'habitude de prendre du chocolat au petit déjeuner, produit qui reste assez rare en Europe à ce moment, mais qu'il est beaucoup moins en Amérique. Il note certaines différences locales aussi, comme par exemple l'ajout de lait à la Barbade par les Anglais, tandis que d'une manière générale, c'était l'eau en fait qui faisait office de solvant dans la boisson chocolatée. Oh. La vie du père là-bas, elle est riche en anecdotes, comme vous avez pu vous en apercevoir. Et il mentionne par exemple un épisode où il se retrouve à bord d'un navire avec des amis corsaires, oui parce qu'il avait des amis un petit peu partout. Corsaire. Et ils capturent à un moment des femmes anglaises rescapées, et celles-ci leur font du chocolat à bord de leur bateau. Ok. Et d'ailleurs, tout le monde partage ce chocolat. En fait, cette consommation, c'est quelque chose qui est tout à fait courant dans les Antilles, pour toutes les classes sociales. Pour le dîner du midi, le père Labat a l'habitude de prendre un repas convivial avec plusieurs plats de légumes, de viande et de poissons, et un dessert avec des fruits et des confitures. Alors, confiture à l'époque, c'est plutôt des mets confits. Ah, d'accord. Donc ce repas il est pris à table ou alors sous forme de pique-nique, et des pique-niques assez semblables aux nôtres puisqu'ils emportent pour l'occasion des nappes, des serviettes et des couverts. Le soir c'est le moment du souper, pris à la tombée de la nuit, donc il s'agit également d'un repas conséquent avec des convives et souvent la continuité du dîner du midi où les invités restent jusqu'au soir et parfois dorment même sur place. Ça devait être des sacrées journées quand même. Oh, tu m'étonnes. Le père là-bas, il a aussi l'occasion bien sûr de rencontrer les peuples locaux. Il lui permet d'écrire en fait leur cuisine qui est suffisamment différente de celle des colons à cette époque pour que cela attise sa curiosité. Il mentionne bien sûr la cassave, la viande, le poisson et le crabe, mais surtout la pimentade dont il note, je cite, « C'est leur sauce favorite et universelle, et ils la font si forte qu'il n'y a guère qu'eux qui s'en puissent servir. » Et après plusieurs années dans les îles à faire des repas avec les indigènes, il écrit « Je mangeais sans peine de leur cassave et je la préférais à notre biscuit lorsqu'elle est chaude. La viande et le poisson boucané nous parurent de meilleur goût et de plus facile digestion que quand ils sont accommodés à la française. » Si le père là-bas a l'habitude de repas variés et élaborés, ce n'est malheureusement pas le cas de ces esclaves noirs qui consomment essentiellement pour eux du manioc, forme de farine, et du poisson séché. D'ailleurs, là-bas a un moment l'occasion de partager un repas avec ses esclaves dans des circonstances assez singulières. En fait, à un moment, il est atteint de fièvre jaune, mais il s'échappe discrètement de sa chambre contre l'avis du médecin avec la complicité de ses esclaves. Et pour l'occasion, il partage, entre guillemets, 2 chapons. Alors, ce entre guillemets partage, c'est parce que en fait, il y a 2 chapons. Le père là-bas, il mange à lui seul 1 chapon et demi, et ses esclaves n'en consomment qu'un demi. Bah oui, bien sûr. Alors, son Alors là, tout de excuse- suite, le personnage, il est beaucoup moins cool quand même. Hein. C'est clair. Alors, il explique pourquoi. Il a une excuse. On va l'écouter. C'est que, en fait, les esclaves ne voulaient pas en prendre plus, apparemment. Ah, Bah oui, bah bien sûr. C'est pratique. Donc, il s'est dévoué pour prendre les restes. il est généreux. Donc, le dominicain écrit aussi tout un chapitre sur les boissons consommées différemment en fonction de la classe sociale et l'origine. En plus du wiku autochtone, qui est repris par les Européens, il y a le mabi, donc qui est l'alcool de patate douce des esclaves, le jus d'ananas fermenté, et l'eau de vie appelée guildive ou tafia, et qui est l'apanage des classes inférieures. Le fameux rhum caribéen, lui, il ne va faire son apparition que à partir des années 1720, donc bien plus tard, et il est fait à partir de la canne à sucre. Ok. Les ennemis anglais sont responsables de 3 liqueurs élaborées et jugées traîtres. Le sangria, la limonade à l'anglaise et surtout la punch, dont on va reparler plus en détail plus tard. Le père là-bas, bien que fin connaisseur sur ces sujets, se contente la plupart du temps de vin coupé à l'eau et ne semble pas être un grand amateur d'alcool. L'adaptation locale aux exigences de sa religion est aussi l'occasion pour lui de curieuses accommodations. Donc les missionnaires sont autorisés pendant les périodes de jeûne et de carême par les évêques à consommer de la viande de lézard ou d'iguane ainsi que du gibier à plumes. Il détaille par exemple une semaine de repas de carême plutôt différente de ce que connaissaient les chrétiens d'Europe. Le vendredi, c'est biscuits, patates et vin, et le reste de la semaine, c'est du cochon boucané à la moutarde.
Donc c'est plutôt tranquille comme période de jeûne pour un prêtre, je trouve. Ouais, j'avoue. Mais ça va bien avec le personnage. Oui. Le père là-bas est aussi un grand amateur de chasse. C'est une véritable passion pour lui qu'il associe bien évidemment à la cuisine et au repas. Il apprend même les techniques de chasse autochtones. Il profite de chasser dès qu'il en a l'occasion, même quand le moment est très mal choisi, comme lors des escales de son navire par exemple, où il occasionne à lui seul d'importants retards et se fait souvent réprimander par les capitaines. À plusieurs moments, il parvient même à convaincre un capitaine et une partie de l'équipage de l'accompagner dans une expédition de chasse improvisée. Et rien n'arrête là-bas. Grand amateur de cochons boucanés en aiguillettes, il va aussi jusqu'à un camp de vrais boucaniers, des pirates, pour manger avec eux, chasser et acheter de la viande boucanée. Le père là-bas, en tant que grand amateur et spécialiste de la gastronomie, raconte ainsi ses soirées et repas, sa passion pour la viande boucanée qu'il apprécie particulièrement, et surtout la confection de recettes originales et variées. Et c'est intéressant parce qu'il les a lui-même testées, et ses avis sont toujours très détaillés. L'article de l'autrice se termine ainsi sur quelques-unes des recettes présentées par le père là-bas. On a le plastron de tortue au four, où on apprend par exemple que la chair de ventre du ventre de la tortue avec sa graisse est assaisonnée de jus de citron avec du piment, du poivre et du sel. Le four est réglé à la température dite de pâtisserie, et une attention constante est requise pour arroser la chair afin de l'empêcher de se dessécher. Le plat est présenté à table, servi en tranches nappées avec la sauce de cuisson, et pour là-bas, c'est, je cite, un mets appétissant de si bon goût, dont la viande est de très facile digestion, quoiqu'elle soit très nourrissante. Ok. La tortue peut encore se déguster dans d'autres préparations, que ce soit en soupe, en rôti à la broche, en daube, en ragoût, en fricassé par exemple. Autre recette, les brochettes de ramier. Donc les ramiers, c'est des sortes de pigeons sauvages. Elles sont confectionnées sur place lors des parties de chasse ou à la maison au retour de la chasse. L'oiseau est plumé et mis directement en brochette, puis la brochette est plantée à la verticale dans la terre devant un feu et tournée régulièrement. On ajoute après la cuisson du sel et du jus de citron ou d'orange, et là-bas recommande de consommer le ramier saignant pour conserver le goût de la viande. Ok. C'est assez inhabituel puisque les Français de l'époque ont l'habitude de consommer la viande rôtie ou bouillie, et que la viande saignante est plus une caractéristique de la cuisine anglaise ou irlandaise. D'accord. On a aussi la confiture de cacao. Donc, il s'agit d'un plat élaboré avec des fèves cueillies un peu avant maturité. Elles sont trempées dans de l'eau douce 5 à 6 jours en changeant l'eau matin et soir. Ensuite, on ajoute des écorces de citron et de la cannelle. Le tout est mis dans un sirop de sucre et laissé pendant 24 heures. Après égouttage, il est mis dans un second sirop de sucre, plus fort, et cette pratique est répétée pendant 6 jours en corsant à chaque fois un peu plus le sirop. On parfume le dernier sirop avec de l'essence d'ambre, du musc et d'autres produits au choix, puis on étuve le tout pour obtenir une forme confite, donc une confiserie, qui permet d'avoir une meilleure conservation et aussi un goût beaucoup plus appétissant. Ok. Et avec Ça a ce temps de préparation, ouais, ça a l'air chouette. Et avec ce temps de préparation et le prix du sucre, en fait, il s'agit d'une gourmandise qui est plutôt onéreuse et destinée à ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Tu m'étonnes. Et enfin, là-bas détaille la composition des liqueurs anglaises qu'il juge traîtres, rappelez-vous. Oui. Donc on a le sangri, qui est un composé de vin de madère et de sucre, de jus de citron, cannelle et girofle, muscade et une croûte de pain rôti. Après macération, il est tamisé et la boisson obtenue est d'un goût rafraîchissant mais forte en alcool. Pour là-bas, elle monte facilement à la tête. De la croûte de pain. Oui. C'est une sangria au pain, quoi, en fait, du coup. Non, c'est ça. Ça a l'air horrible, oui. Ok. Autre recette, la limonade à l'anglaise, qui prend pour base du vin des Canaries. On y ajoute du jus de citron, de la cannelle, de la muscade, de la girofle et de l'essence d'ambre. Elle est dite délicieuse et fort dangereuse car, je cite, « Après 3 verres, un cavalier ne rentre chez lui qu'avec difficulté. » Ça a l'air trop bon, par contre. Oui, ça a l'air bon. Mais Et ça a l'air puis- d'être. Ouais, effectivement, ça a l'air traître, hein, ça a l'air d'être des embuscades leur truc. Ouais, on dirait de l'embuscade, un peu, ouais. Et puis enfin, on a la recette originale du punch, qui risque Oh. là aussi de grandement vous surprendre. 2 parties Vas-y. d'eau de vie pour 1 d'eau ou de lait. On y fait macérer sucre, cannelle, girofle, muscade, croûte de pain rôti et jaune d'œuf. Oh la vache. Donc c'est considéré comme une boisson aussi nourrissante qu'enivrante en fait. Ça. C'est hyper chelou. Avec le jaune d'œuf et le pain, tu m'étonnes. Ouais. Le pain, le pain, il sert juste à bouffer en même temps que de boire de l'alcool, quoi, en fait.
C'est pour répondre C'est direct. Alors c'est quoi? C'est au départ, c'était du pain rassis qui était récupéré, c'est comme les trucs qu'ils faisaient à la campagne où il faut du vin rouge sur du Ça pain doit être sec ça, je pense, pour hein. le Je terminer sais pas. ou Alors, très sincèrement, je ne sais vraiment pas ce que c'est le pain rôti. Donc, c'est une expression de l'époque, mais je sais pas exactement à quoi ça correspond. Il faudrait voir. ça devait être épais, non, un peu à voir parce que Ça a l'air dégueu. Là, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est une bonne chose que la recette ait évolué avec le temps quand même. Bah, c'est pas pour ouais, rien, je ouais, pense. ouais. Donc l'autrice finit son article en précisant que ces recettes qui sont parvenues jusqu'à nous témoignent toutes d'une appropriation de produits locaux, tant animaux que végétaux, et en particulier de divers condiments, aromates et épices. Elle montre également une intégration à ces produits exotiques de denrées de luxe qui sont consommées en Europe, et en particulier des vins méditerranéens dans le cadre des boissons. En outre, il y a un véritable souci d'élaboration qui est recherché dans la confection, par exemple par les cuissons qui sont longues et complexes, les dosages qui sont très précis, les préparations avec des étapes soigneusement respectées, et aussi dans la présentation, donc que ce soit la découpe des plats ou même l'art de la table. En 3/4 de siècle, les Européens, et en particulier les Français, qui passent de la situation de découvreurs comme les flibustiers à celle de colons comme le père là-bas, se sont parfaitement adaptés aux conditions alimentaires nouvelles qui sont offertes par les Antilles. Ils y ont recréé en fait leurs habitudes alimentaires, leur organisation des repas, leur convivialité qui est propre, et les symboliques aussi religieuses et sociales. Malheureusement, on y voit aussi un clivage nouveau. En plus de celui traditionnel entre riches et pauvres, nobles et roturiers, il y a désormais celui entre les colons et les autochtones et les esclaves noirs, ainsi que des différences entre colons riches et établis et ceux qui vivent de petits métiers, auxquels s'ajoutent notamment les flibustiers et les boucaniers. Donc quoi qu'il en soit, ces recettes sont parmi les ancêtres en fait de la cuisine créole et antillaise actuelle, donc une cuisine multiculturelle à l'image de l'histoire récente des Caraïbes, et ces témoignages détaillés sont très intéressants pour comprendre tous ces processus de changement. Même pour un végétarien comme moi, hein, qui ne toucherait pas aux 3/4 de ce que j'ai évoqué, je trouve ça fascinant et j'avais vraiment envie de partager du coup cet article avec vous. Bah, c'est très Bah, gentil parce que c'était super, ouais. moi, ça m'a donné faim, perso, en vrai, hein. Franchement, Ouais, bah non, puis c'était super intéressant et puis ouais, c'est toujours hyper surprenant de découvrir qu'il y a des choses qu'on connaît encore aujourd'hui, qui ont des origines dont on ne se douterait pas. c'est clair, Ouais. c'est Et clair. du coup, et j'avais une question du coup, est-ce qu'on sait, alors on sait peut-être pas, hein, mais est-ce qu'on sait si les pratiques alimentaires des autochtones, pour le coup, elles ont aussi changé au contact des colons ou est-ce qu'ils sont restés sur une cuisine plus traditionnelle? On va dire que c'est vraiment les colons qui se sont appropriés le truc de leur côté. On a des infos là-dessus ou pas? Je parlerai plus en détail, mais enfin là, ce sera plus, ça va plus concerner les grandes Antilles, donc les grandes îles au centre des Caraïbes, où malheureusement en fait les populations, les structures en fait des sociétés sont restées que quelques dizaines d'années, n'ont résisté que quelques dizaines d'années à l'arrivée des colons. Pour ce qui est des petites Antilles, où tu as des communautés qui restent pendant plus longtemps, comme on le voit dans notre exemple aujourd'hui, ça vaudrait le coup de se renseigner, et je pense que j'ai des articles où ils peuvent éventuellement parler de ça. T'as des Pardon, communautés vas-y. qui créent entre souvent des esclaves marrons, donc c'est-à-dire des esclaves qui s'échappent et qui rejoignent en fait la nature pour s'échapper des colons, Mhm. qui rejoignent en fait des peuples indigènes qui sont pareil, un peu dans la merde. Et du Mhm. coup, il y a des sortes de mini-cultures comme ça qui apparaissent, et notamment tu peux retrouver des traces dans la nourriture. Donc normalement je dois avoir des articles qui parlent de ça, et ça peut être D'accord. super. Ok. Parce qu'en plus, comme les Européens, ils arrivent avec certaines denrées qui sont pas forcément, qui ne sont pas endémiques quoi, des Antilles. Du coup, est-ce que, je sais pas moi, au gré d'échanges ou dans le cas que tu viens de mentionner, est-ce qu'il y a pu y avoir des évolutions de leurs pratiques à eux, tu vois? Probablement, je pense. De toute façon, au bout du compte, les natifs des Caraïbes et Dans d'Amérique ce... de manière générale Oui, vont je viens de faire me un rappeler peu. d'un exemple. Pardon, il y a un exemple dans l'article en plus Ouais. qui parle exactement de ça. Tu un moment où le père là-bas, il est invité chez un indigène qui est converti, donc du coup qui est installé, et qui du coup s'est adapté aux coutumes européennes, donc il mange à la Ouais. manière des Européens, et il pratique un peu, enfin voilà, il pratique un peu le mélange entre les deux trucs, et donc il mange si je me rappelle bien, il mange de la cassave, mais il mange aussi d'autres trucs européens.
européen, ouais, il y a une forme d'acculturation qui va se créer, quoi. Alors, bien évidemment, ce serait des évolutions entre guillemets choisies, tu vois. Ce serait pas des pratiques imposées par les Européens comme on a pu le faire pour d'autres choses. Oui, oui. Parce que je veux dire, tu sais, genre un peu ce qui a existé en Amérique du Nord, où en fait, tu as des modes de vie qui sont imposés aux locaux pour vivre à l'européenne, à l'occidentale. Bah, à l'époque, le problème, c'est que il y a pas vraiment le choix, quoi. C'est-à-dire que si tu veux survivre, à part te convertir et et vivre Ouais, comme les c'est ça, en fait, Européens ou t'as pas crever trop de le choix, quoi. maladie, donc ouais, c'est un petit peu tendu. Ouais, bah, tu le vois avec le C'est un père peu là-bas qui va vraiment dans des endroits un peu reculés, pour aller ouais. rencontrer des indigènes pour justement, s'alimenter comme eux et Et leur parler un petit peu de Jésus entre deux, entre deux bouchées de machin. Mais... En train de boucher de tortue, en fait, ce qui est Ah bah drôle, c'est que certainement, tu vois, c'est pas. Mais ces écrits montrent plus apparemment que enfin, qu'ils s'intéressent plus à la bouffe carrément de la religion, en fait. c'est ça qui est dingue, je mais trouve, ouais, c'est qu'en fait, au mais ouais, ce final, que je te disais tout à l'heure, c'est que c'est un homme Mais ouais, d'église, tu sais, normalement dans la religion chrétienne et notamment catholique, tu es censé un petit peu laisser de côté les choses matérielles. Et lui, non, c'est lui, il y ça. va à fond, quoi. Ouais, c'est un bon vivant. ouais, c'est ça, Bah non, mais il a raison, hein, moi. c'est le frère Tuck. Non, mais c'est ça. Tout à fait. Bah, merci beaucoup Nico, en tout cas pour ta présentation sur la nourriture dans les Caraïbes. C'est l'heure de nous quitter. On espère chez vous que vous allez pouvoir vous faire des plats, mais attention, souhaitez-vous manger de la tortue, c'est illégal. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.